Yaurana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Aujourd'hui, on parle d'un sujet du quotidien qui peut toucher tout le monde, les accidents domestiques. En Polynésie comme ailleurs, ils représentent la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 15 ans. Chute, brûlure, intoxication, comment les prévenir et surtout comment réagir, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Frédéric Noiro, médecin urgentiste, Yaurana. Yorana. Marie Randazzo, qui est infirmière puéricultrice à la direction de la santé, Yorana. Yorana. Et Karine Dalma, ergothérapeute, Yorana. Yorana. On se tourne vers toi, Marie, pour commencer et savoir un accident domestique. Qu'est-ce que c'est concrètement pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? Tout simplement, c'est un accident qui se produit à la maison dans le cadre du quotidien. Voilà, tout est dans le titre. Accident domestique à la maison. Simplement. Donc si, je donne un exemple directement, si je fais appel à un professionnel à la maison, là c'est dans le cadre professionnel, le cadre du travail, donc c'est pas un accident domestique. Oui, si c'est lui qui... Oui, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans notre vie à nous. Est-ce qu'on peut savoir aussi c'est quoi ergothérapeute de ton côté, Karine? Alors, un ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui intervient auprès de la personne en perte d'autonomie. L'objectif étant que la personne soit la plus autonome possible. Et on est aussi spécialiste de l'adaptation de l'environnement. Donc, les victimes des accidents domestiques ne sont pas que les enfants, comme on pourrait le croire, mais il y a aussi les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la connaissance du danger. Tout à fait. Aussi les personnes âgées, en perte de mobilité. Et puis, il faut savoir aussi que suite à une chute, les répercussions chez la personne de plus de 60 ans seront plus importantes. Frédéric, est-ce qu'il y a un endroit dans la maison qui regroupe tous les dangers ou qui est plus dangereux qu'un autre endroit? Alors effectivement, l'endroit le plus dangereux, c'est la cuisine. À cause du four? Entre autres, des produits, des produits chimiques, des savons, etc. Des ustensiles coupants, les couteaux, qui entraînent des plaies, le lave-vaisselle, les dangers électriques, les cafetières électriques, etc. La cuisine regroupe... Pardon. Vas-y. La cuisine regroupe effectivement un nombre de dangers potentiels énormes pour un enfant. Il y a des cas, assez courants que l'on voit souvent passer. Alors effectivement, un des plus typiques, c'est la casserole, comme tu l'évoquais, qui fait que l'enfant, la casserole avec le manche qui dépasse de la cuisinière, et où l'enfant le prend et renverse sur lui de l'huile bouillante ou de l'eau chaude ou de la soupe, etc. Justement, on en parlera un peu plus en détail avec les différents exemples, mais je sens qu'aujourd'hui, cette émission va peut-être remettre en question l'adaptation des différentes pièces qu'il y a chez vous. Je reviens vers toi, Karine. Donc, les personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité sont plus à même d'être victimes dans les mêmes exemples que pour les enfants, par exemple? Alors, peut-être pas dans les mêmes exemples que les enfants, mais bon, comme il y a une perte de mobilité, c'est vrai que se déplacer, se mouvoir, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il faut être plus vigilant sur les obstacles, la présence de tapis qui ne sont pas adhérents au sol, qui peuvent provoquer un risque de chute, les fils électriques aussi, les câbles qui peuvent traîner au niveau du sol, les environnements glissants comme la salle de bain. Donc, il faut avoir une vigilance plus accrue parce qu'il y a ce petit trouble de santé qui intervient dans la vie de la personne. Et bah, tu sais quoi, transition parfaite. Tu parles de chute, justement, Marie. La chute, c'est l'un des accidents les plus fréquents? Oui, c'est l'accident domestique numéro 1. Après, il y a différents types de chutes. Comme elle l'a dit, ça dépend si c'est dû à l'environnement, si c'est dû, par exemple, dans le développement de l'enfant, au début de la marche, c'est systématique. Donc, nous, on doit quand même avoir une certaine anticipation. Parce que on est censé pouvoir surveiller tout le temps les enfants. Et aussi, une adaptation de l'environnement, on ne laisse pas des choses... un adulte fatigué peut se prendre les pieds plus facilement. Un enfant, c'est comme un adulte fatigué, ou une personne âgée, c'est comme un adulte fatigué. C'est le même degré de vigilance. Donc, il faut faire attention. L'un des exemples que je vois quand on parle de chute, peut-être le cauchemar des parents, c'est que là, on est en train de changer bébé, on le met sur la table allongée et on se dit, 2 secondes, je vais prendre dans le tiroir quelque chose, on se baisse. Et pendant ce mouvement, bébé bouge, il fait le pouls et il tombe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter qu'il tombe? Oui, ça c'est un défaut de surveillance, même si on était là, parce que c'est un manque d'anticipation
des problèmes. Donc, il faut toujours avoir la main sur l'enfant. S'il est sur la table à langer, qu'on a oublié quelque chose, soit c'est acceptable d'aller chercher avec l'autre main, mais il faut maintenir avec une des deux mains. Soit si c'est quand même loin, même si c'est un tout petit qu'on l'a jamais vu se retourner, peut-être qu'il sait le faire, mais qu'il ne nous l'a juste pas encore dit ou signalé. Donc on le récupère, on le porte, on va chercher ce qui manque et on revient. Il faut préparer l'environnement complètement. Un bain, c'est pareil, un bain, ça se prépare. S'il y a quelque chose qui a été oublié, on doit s'ajuster nous. Si on parle de la salle de bain, par exemple, Frédéric, glisser sous la douche, par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Il y a moyen de faire en sorte de ne pas glisser. Alors, les moyens, peut-être avec des tapis anti-glissants, ça existe. Mais aux âges extrêmes de la vie, comme disait ma collègue à ma droite et en face, il faut une surveillance et des endroits adaptés. Il est certain que la chute entraîne des blessures qui peuvent être très graves. Et les moyens de prévention, c'est des adaptations des endroits de baignade principalement. Vous allez voir, on va beaucoup donner d'exemples lors de cette émission pour que vous puissiez peut-être reconnaître des choses qui vous est déjà arrivées. Par exemple, un papy qui est au premier étage, sa chambre est au premier étage, il a du mal à marcher et dans les escaliers, ce qui devait arriver, arrive, il tombe. Pareil, est-ce qu'on peut mettre en place des choses de ton côté, Karine? Qu'est-ce que tu conseillerais? Effectivement, en fait, il faut penser, anticiper ces choses-là et optimiser les espaces de déplacement de la personne. Donc, favoriser une chambre au rez-de-chaussée, avoir tout le plus accessible possible et à portée de main pour avoir des distances courtes à parcourir, une bonne luminosité également et de quoi se tenir, des barres d'appui. J'allais dire sinon utiliser par exemple des montes-escaliers, mais ça c'est un petit peu plus onéreux déjà, Voilà, ça place. Et puis du coup, ça demanderait peut-être un soutien financier pour accéder à ces choses-là. C'est des objectifs de prévention importants pour nos populations. Frédéric, tout à l'heure, tu nous parlais de brûlures. Oui. Donc, on se dirige du côté de la cuisine. Est-ce que c'est aussi des accidents qui sont assez fréquents, des brûlures, des accidents dans la cuisine? Ah oui, c'est extrêmement fréquent. Les brûlures sont de plusieurs origines. Elles peuvent être thermiques, liées avec de l'eau chaude ou la main sur la plaque chaude de la gazinière, par exemple, ou la plaque électrique. Ça peut être également des brûlures chimiques par ingestion de produits mis dans des contenants qui ne sont pas adaptés. C'est vrai qu'on a tous le même réflexe, j'ai remarqué, de mettre les produits chimiques en dessous l'évier. Facilement préhensible, accessible par un enfant en bas âge. Alors, il existe des moyens pour bloquer les portes, des systèmes de verrouillage pour les enfants. Tout ça, c'est onéreux, c'est un coût, c'est vrai. Mais en prévention, je pense que c'est adapté et surtout nécessaire pour éviter des soucis gravissimes. Déjà, oui, c'est onéreux et en plus, ça ne fonctionne pas forcément. Mes chats réussissent à ouvrir mes placards. Du coup, mettre plutôt les produits en hauteur. Oui, c'est évidemment adapté. Et surtout, j'insiste bien sur les contenants. Récemment, il y a une situation à Rangiroa où 2 personnes ont bu un produit dans une bouteille d'eau de touristes, pensant que c'était de l'eau et c'était un produit chimique. Ah, quand par exemple on veut utiliser un produit à mélanger avec de l'eau plutôt que d'utiliser un seau, on le met dans une bouteille d'eau, c'est pas du tout ce que je fais au quotidien. Mélanger avec de l'eau dans une bouteille d'eau et de pouvoir l'utiliser. Je pense que c'est fortement déconseillé. D'accord. Toujours dans la cuisine, donc je reviens sur les brûlures et je me tourne de ton côté, Marie. Cette petite astuce que j'ai appris très jeune, à savoir de ne pas mettre la poêle, en tout cas le manche de la poêle, dans le vide pour éviter qu'un enfant qui ne sait pas ce que c'est l'attrape et ensuite que tout tombe sur lui. Bien sûr, même un adulte qui va passer à côté, ça peut se prendre dans le tricot, tomber. Rien ne doit dépasser et un enfant, il peut pas. Il n'a pas la maturité d'anticiper les choses. Donc forcément, lui, il veut savoir ce qu'il y a dedans. Forcément, il voit pas, ou même s'il voit, il veut toucher. C'est comme nous, on nous dit ne touche pas ça, c'est un nouveau maha, on ne connaît pas. Même s'il faut pas toucher parce que ça va s'effondrer, on va quand même toucher comme ça avant de goûter. C'est normal, c'est la curiosité naturelle. Donc la surveillance toujours et attention à l'excès de confiance. Par exemple, j'ai mélangé ça dans la bouteille, mais c'est bon, c'est que chez moi et il n'y a que moi qui va toucher. Non, peut-être quelqu'un va passer. Ah, c'est bon, je laisse la poêle là parce que bébé il dort, je vais juste chercher un truc et je reviens. Sauf qu'entre-temps, il peut se réveiller. Excès de confiance, défaut de surveillance. C'est vraiment les pires bêtes noires de l'accident. Toujours dans les brûlures, et si on parle d'excès de confiance, les bébés, malgré le fait qu'ils se font mal, ils continuent à aller vers le danger, et un danger qu'on a tous connu, c'est comment ça s'appelle déjà? Voilà, je perds mes mots. L'anti-moustique.
Oui. Et donc, il y a la brûlure avec l'anti-moustique. Il y a un moyen. Ah, le tortillon? Le tortillon, merci. Alors, je cherchais. déjà, le tortillon, normalement, il faut pas. Ok. Parce que ça fait des. Alors, oui, on utilise beaucoup, mais il faut vraiment un endroit ventilé. Et en vrai, il faudrait pas parce que c'est quand même toxique. C'est pas bon pour les enfants. Le tortillon, si on l'utilise, c'est ventilé, hors de portée. Et de manière sécurisée, checké que par les adultes, en haut d'un meuble. Des phrases qu'on a souvent entendues. Laisse ça monte, t'inquiète, il va se brûler, il va plus jamais aller. Ah, oui, ben non. Parce que c'est sûr, il va se brûler, ça va faire une plaie, ça va faire une surveillance, un risque d'infection, une douleur. Et puis surtout, même si c'est avec l'expérience qu'on apprend, il y a les âges où c'est trop jeune pour l'expérience, ça suffira pas. Et même s'il l'a déjà fait, plus tard, il va se dire, peut-être même s'il a 5-6 ans, un jour, il sera amené à le refaire et un traumatisme pour rien, c'est pas un apprentissage correct, quoi. Karine, toujours dans la cuisine, est-ce qu'il y a des accidents qui sont assez courants quand par exemple on a une personne en situation de handicap ou une personne âgée tout simplement? Personne âgée, quand il y a des troubles cognitifs associés, il peut y avoir des oublis, donc c'est vrai qu'on va éviter d'avoir du gaz, on va privilégier de l'induction pour éviter aussi un risque de brûlure. C'est le type d'adaptation qu'on peut proposer. Par exemple, pour le four, donc on en parle, pas de gaz, par exemple, si jamais on oublie que ça reste allumé. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut mettre en place, comme par exemple, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais un disjoncteur, si c'est un endroit électrique, un disjoncteur qu'on pourrait éteindre systématiquement pour éviter que ce soit allumé? Ce genre de choses, est-ce que ça peut être mis en place? Je ne sais pas trop pour ce niveau technique, mais souvent on va privilégier une aide humaine, sinon si vraiment c'est compliqué pour la personne de la laisser autonome à la maison, quoi. Et on parle aussi d'intoxication, donc tu nous en as parlé. Donc mettre les produits en hauteur, absolument les éloigner de la portée. Mais il y a aussi d'autres endroits de la maison où on peut avoir des produits. Par exemple, j'ai un enfant, j'utilise un parfum tous les jours avant d'aller au travail. Est-ce que je peux quand même le laisser à portée de tous? Non, parce qu'il peut très bien l'ingérer, même si la toxicité est moyenne, mais il existe quand même. Il peut très bien l'ingérer, il peut très bien casser la bouteille si c'est en verre et se blesser avec les morceaux de verre. Donc non, je pense que tout ce qui est... L'enfant petit, mon infirmière puère dira la même chose, mais a besoin de découvrir, de tester, de découvrir. Donc il met tout à la bouche, il touche tout. C'est normal, c'est naturel. Donc, par définition, le parfum que vous utilisez tous les jours, il va vouloir le goûter, il va vouloir le toucher. Et en le prenant, il y a un risque d'ingestion et de morceaux de verre qui se cassent. Marie, ton regard sur tous ces produits qui peuvent traîner à la maison? Il y a même souvent, nous, des mamans qui nous disent j'ai donné des huiles essentielles parce que les vitamines des 6 premiers mois, c'est 2 gouttes par jour d'une petite bouteille qui ressemble à des bouteilles d'huile essentielle. Les huiles essentielles, il y en a plein qui utilisent pour plein de choses différentes et ça, souvent, ça fait une intoxication. Donc, on laisse rien traîner et a priori, tout doit être organisé. Donc voilà, on n'est jamais parfait, on ne peut pas faire au mieux. Et puis, pour revenir même au tortillon, l'éducation, en fait, lui montrer, tu vois, ça, c'est du feu. Tu peux approcher le feu, mais tu tiens ses mains. Tu sens quand même qu'il y a une source de chaleur. L'éducation, c'est vraiment mieux. Mais il y a des âges où c'est pas possible, c'est pas mature. Même s'il peut le comprendre, il va pas s'en rappeler. Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas, donc... Sur les produits, est-ce que, par exemple, les personnes avec des problèmes cognitifs peuvent confondre, comme on le disait tout à l'heure, les bouteilles d'eau, mais là, ça va plutôt être des produits, penser que c'est du sirop parce que ça a une couleur un petit peu bien spécifique, Karine? Tout à fait, donc c'est vrai qu'il faut verrouiller ces endroits-là, verrouiller l'accès de ces produits qui peuvent être dangereux. Est-ce qu'il y a aussi d'autres cas, là on va parler de noyade, donc là il y a des choses qui peuvent être bien mises en place, notamment dans les piscines, même dans les baignoires, ce sont des cas qu'on rencontre déjà, Frédéric? Ah oui, clairement, en piscine, en plus en Polynésie on a quand même beaucoup de piscines, en dehors de la mer qui est omniprésente, mais il existe des barrières de sécurité, avec des portillons de sécurité qui sont double sécurité uniquement pour les adultes. Néanmoins, c'est un coût d'investissement extrêmement onéreux. Il existe des bâches également de protection, une efficacité... certaines, et puis des systèmes où l'enfant est tombé dans l'eau et ça sonne. Mais encore faut-il que les batteries soient bien fonctionnelles. Oui, et puis très souvent, quand ça sonne, l'enfant est déjà en train de se noyer. Ton point de vue, Marie? Les noyades, c'est pas aussi que les piscines, même le bain. En fait, on ne peut pas laisser un enfant sans surveillance dans son bain, même si, a priori, il tient assis, il est bien tonique, il y a sa dos. Non. Le bain, ça suffit. Il y a des maisons, parfois, il y a des jardins avec des mares à poissons. Ça suffit aussi pour se noyer. Les enfants,
on peut pas les laisser sans surveillance à proximité d'un point d'eau. C'est pas Mhm. possible. Le classique que l'on peut voir, c'est quand on a des baignoires, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on veut mettre une baignoire en place et puis ben, la personne glisse, se cogne, parfois s'assomme et ensuite se noie dans la baignoire. Ce sont des cas qu'on rencontre, Karine. Alors, j'en ai pas rencontré dans ma vie professionnelle, mais c'est vrai que ça pourrait se passer. Donc, il faut avoir anticipé tout ça et mis en place les aides techniques pour sécuriser l'installation dans le bain, Mhm. pour que la personne ait pas de soucis d'équilibre. Ça peut être quoi ces aides techniques? Donc, si on parle du bain déjà. Alors, ça peut être soit une planche de bain ou un siège de bain pivotant qui est installé dans la douche. Comme ça, la personne est en station assise avec un dossier, Mhm. un tapis antidérapant pour éviter la glissade, une barre d'appui pour accompagner au moment de l'installation et vraiment sécuriser tous les appuis, quoi. Et vis-à-vis des piscines, ça peut aussi très bien arriver à n'importe qui, hein, finalement, de pouvoir tomber dans une piscine et se noyer. On a parlé des garde-corps, on a parlé des bâches, mais est-ce que ce sont des éléments qui peuvent être vraiment utiles et surtout efficaces? C'est vrai que la présence de quelqu'un, c'est toujours la meilleure solution déjà pour alerter. C'est vrai que s'il y a un malaise qui se passe à proximité d'une piscine, enfin malheureusement, au niveau technique, on ne pourra pas toujours compenser. Mhm. Donc, être accompagné, c'est des fois la meilleure solution. C'est vraiment l'essentiel. On parle aussi de plage. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, on est à Tahiti, on est entouré d'eau et parfois les maisons donnent directement sur une plage. Pareil, dans ce cas-là, Marie, de pouvoir avoir des clôtures pour éviter qu'un enfant ou une personne puisse sortir et directement aller vers la plage et se faire happer par une vague. Oui, après, on se rejoint quoi, la présence humaine et même la présence humaine. Attention à l'effet, par exemple, je pense au dimanche quand on fait des tamaras sur la plage ou quoi, il y a tout le monde et il y a personne en fait. Oui. Il y a plein d'enfants qui se baignent, quelques adultes avec eux, puis il y en a un qui est occupé à quelque chose, un autre qui va faire autre chose. Il en reste que un ou pas. Ou je pensais que Tati regardait et en fait il y avait personne. Et les enfants, quand ils sont dans le jeu, même s'il y a 11 ans, ils sont par exemple déjà assez matures pour bien cerner qu'il y a un problème, ils peuvent pas forcément le percuter s'ils sont occupés dans un jeu avec d'autres enfants de leur âge. Mhm. Donc c'est pas les grands qui surveillent les petits, c'est les adultes. Frédéric, on retourne du côté de la cuisine pour les coupures. Les coupures, bon, que ce soit dans la cuisine, mais aussi dans la couture, quand on utilise un ciseau, excès de confiance, on se dit ça va. Est-ce que souvent ça arrive de pouvoir se couper et de se dire non, c'est pas trop grave, ça, il y a beaucoup de sang, c'est normal, c'est le début, et finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus grave après. Alors effectivement, tout ce qui est tégument, enfin tout ce qui est main, ça saigne beaucoup. Ça, c'est une idée réelle. Tout ce qui est face palmaire de la main, à l'exception de la pulpe au bout des doigts, doit être exploré par définition au bloc opératoire parce qu'il peut y avoir des lésions ligamentaires qu'on n'observe pas immédiatement, mais qui seront d'évolution définitive au bout de quelques semaines, et la réparation sera d'autant plus longue, voire quasi impossible. Donc toute plaie chirurgique, enfin toute plaie profonde au niveau de la face palmaire de la main doit être explorée. En tahitien, on dit souvent hatane, c'est pas trop grave, c'est un bobo, mais finalement j'ai remarqué que les Tahitiens en général ne vont pas souvent, pas vite voir les urgences ou les médecins quand on a un bobo ou quelque chose, un accident domestique, et ils attendent que ce soit beaucoup trop grave, c'est la réalité? C'est une réalité, effectivement, ou alors, j'ai vu récemment du marc de café dans des plaies, je ne suis pas sûr que ce soit très efficient. Oui, du marc de café, j'ai bien dit du marc de café, pour stopper le saignement. Ce sont des astuces de grand-mère. Probablement. Okay. De pain. Et puis, on les voit effectivement à quelques jours. Et là, quelques jours, ça devient infectieux. Et là, c'est plus la même chose. En même temps, avec du café dans la plaie, c'est un petit peu normal. Donc, ce sont des cas aussi que tu as déjà rencontrés, Marie. Je t'ai entendu parler de mie de pain dans une plaie. Oui, des astuces maison, ou des choses qui se sont fait avant. Après, je trouve quand même que les familles suivent les conseils Raopopa, comme ils disent des fois, mais c'est plus sur la douleur, sur le fait de ne pas vouloir vite aller. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à attendre et il y a des choses qui ne peuvent pas se permettre d'attendre. Les brûlures, on n'attend pas, on ne fait pas à la maison. Chez un enfant, les brûlures qui font le tour du doigt, il faut y aller quand même. Même si c'est petit, c'est vrai que ça peut être petit, mais une brûlure, ça peut être sur plusieurs heures que ça va continuer. C'est pas, il y a plein de choses où, en fait, non, il faut mieux aller pour rien que aller trop tard. Karine, question pratique. Est-ce qu'on doit absolument appeler les secours quand on peut gérer la situation soi-même? Ça dépend de quelle situation. C'est vrai que sur une chute, ça dépend de la gravité. C'est vrai que après, quand on a un doute,
je dirais qu'il faut plutôt appeler. Ok, par exemple, ça m'est arrivé de me glisser sous la douche, de me cogner la tête et de me dire, bon, c'est pas grave, j'ai la tête qui tourne, ça saigne un petit peu, mais c'est pas trop grave. Vaut mieux, peu Oui. importe dans la situation dans laquelle on est, si on a un doute, de pouvoir appeler les secours. Bah, je me dis qu'à minima, si on peut au moins aller à la pharmacie pour avoir la pharmacie de proximité pour avoir un avis déjà, Mhm. je pense que ça peut être un premier réflexe sur quelque chose qui a l'air pas grave. Dans les cas de personnes, encore une fois, en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite, là par contre, il y a comment dire, une vigilance qui est accrue. Oui, après c'est vrai que souvent les personnes elles ont aussi des aides à la maison sur lesquelles elles peuvent s'appuyer, donc il faut avoir ce relais-là. Frédéric? Alors oui, c'est vrai, tu parlais de traumatisme crânien, même mineur. Je pense qu'il y a le 15, le centre de régulation et de réception des appels du SAMU, a pour vocation de donner des informations médicales précises. Alors se déplacer à la pharmacie, ça peut être une bonne chose, mais je pense que faire le 15, c'est plus adéquat que de se déplacer, C'est le premier réflexe à faire quand on a un doute. je pense. Se former aussi, c'est important. Je me tourne vers toi, Marie, pour nous parler des formations qui sont dispensées. On parle de la maison de l'enfance, du Fareta Mahou. Tu peux nous en parler? Bah, au Fareta Maho, les familles, elles trouvent des éducatrices de jeunes enfants. Et du coup, il y a beaucoup de conseils sur tous les âges et tout le développement. Enfin, pas forcément que les accidents domestiques, là, pour le coup, mais il y aura plein de choses possibles. Et il y a parfois des interventions et qu'on peut faire, nous, les puéricultrices de la CPI, sur les accidents domestiques. Et on distribue ça aussi à nos familles. C'est un dépliant qu'on étudie un peu avec les familles au 8e mois de l'enfant. Parce Ok. que c'est le moment où il va bientôt commencer à marcher. Pour les plus actifs, ça commence à 9-10 mois, ça peut déjà être le cas. En plus, je vois que c'est écrit aussi en tahitien, Apaururita o etamari itemo ati utua foare, donc préservez votre enfant des accidents domestiques. Et il y a quoi à l'intérieur? Bah, en fait, il y a une reprise de chaque pièce pour un peu cerner les dangers et voir un peu comment on peut les prévenir. Mhm. Et à la fin, Ah, je viens de voir le tortillon, justement, dont on parlait oui, tout à l'heure. et une fois qu'on a fait tous les endroits à proximité de la maison, bah, quelle conduite à tenir s'il s'est intoxiqué, brûlé, en cas de chute, coupure, ou en cas d'étouffement ou avaler un objet. Alors, Voilà. là, il y a tous les exemples, mais j'ai l'impression que le point commun avec tout ce dont on vient de parler, l'excès de confiance, se dire non, c'est pas trop grave, ne pas, comment dire, sécuriser son lieu de vie, c'est le mental. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'un point de vue plutôt psychologique de se dire, ben tiens, il faut travailler là-dessus, se former et mettre en place des choses à la maison, Frédéric? Effectivement, je pense que les formations en prévention sont nécessaires, en curatif, par la formation de premier secours, évidemment, mais la formation mentale, c'est compliqué, parce que c'est une prise en compte de tout à chacun, et pour soi, pour sa famille, et quand ça touche quelqu'un de proche, en plus, c'est d'autant plus compliqué à gérer. Donc la prévention, c'est nécessaire, mais elle passe par des formations, effectivement, au sein d'instituts comme la santé, etc. Karine, dans ton cas, vu que ce sont des personnes qui sont parfois vulnérables, je parlais de vigilance accrue tout à l'heure, donc il n'y a pas ce problème d'excès de confiance ou quand même ça peut Ça arriver? peut arriver aussi d'avoir un excès de confiance, mais généralement, quand la personne est passée par une étape de rééducation aussi, on a un peu balisé le terrain, formé les aidants pour accompagner au mieux leurs proches. C'est justement votre rôle de pouvoir les accompagner, les aider au mieux et réfléchir à chaque chose qui peut être dangereux à la maison? C'est ça, et puis aider aussi sur la prise de conscience des capacités, justement pour limiter cet excès de confiance. Marie, ton point de vue justement sur... Oui, la prévention, on n'en fait jamais assez. Et les capacités de chacun, ben, en fait, il faut en parler souvent. Il faut montrer aux enfants, bah, tu vois, ça peut être ça, donc attention, c'est là les dangers. Et moi, je trouve aussi important de savoir former, de pouvoir former les enfants un peu de temps en temps, un peu tous les jours, ça dépend un peu les familles, mais bah voilà, t'as 4 ans, si tu trouves mamie par terre et que mamie, elle répond pas et que maman, elle est pas là, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, ici, on a quand même souvent une proximité avec les voisins, donc ben, dire à l'enfant, bah, tu vois, si mamie, elle répond pas, tu peux secouer un peu mamie, si elle te répond vraiment pas, ben, tu vas chercher le voisin. Ou savoir, ben, quand on est un peu plus grand, 8-9 ans, savoir composer le 18, savoir expliquer où on habite, savoir dire son adresse, savoir donner un numéro. C'est important de former les enfants à pouvoir reconnaître les situations bah, qui sont pas normales, qui peuvent être urgentes, et ça peut sauver des vies.
Effectivement, on peut le voir, hein. Souvent, il y a des cas où l'enfant sauve la maman, le papa ou peu importe. Les appels sont diffusés sur les réseaux sociaux pour montrer le bon exemple, car l'enfant a su qui il fallait appeler. C'est vraiment la priorité, tu penses, former dès le plus jeune âge, Frédéric? Ah oui, je partage complètement. D'ailleurs, Veille Doyen a créé une association en 2018, les héros de demain, je crois, de tête. Les petits héros, Les petits héros, les petits héros de Taiki. qui justement a pour vocation de former et d'informer la population et les enfants. Voilà, pour vous informer, vous savez où aller. On a parlé du Faretamaha, on a parlé de cette association et on parle surtout de la direction de la santé publique. Donc, on vous invite à aller sur service-public.pf/DSP. DSP pour direction de la santé publique. Vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations et puis, pourquoi pas, vous procurer Oui, sur ce la petit médiathèque. fascicule. Voilà, donc préservez votre enfant des accidents domestiques. Ça peut toujours être utile. Ne faites pas preuve d'excès de confiance, justement. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci. Merci aussi à vous de nous rester fidèles. Bonne soirée sur TNTV. À 18h, c'est votre VA. Vous connaissez la chanson Maruru Itotato Farerir A Trahoma Parhana.